partie de ce cours sur l'honnêteté intellectuelle, chapitre 3 du cours d'esprit critique. Alors, la malhonnêteté intellectuelle, elle peut avoir lieu de plein de façons différentes. Elle peut avoir lieu à plein de moments différents. Elle peut avoir lieu au moment de l'orientation de la recherche de la vérité. Ça veut dire que peut-être que vous vous intéressez à la forme de la Terre, mais quelqu'un d'autre s'intéresse à autre chose, à la texture de la Terre ou à je ne sais quoi d'autre. Et si on voit qu'une expérience, ça a un coût, il faut du matériel, il faut la règle, il faut le fil, il faut le plomb, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir croiser les données, etc. Donc on peut, de façon malhonnête, orienter la recherche dans une certaine direction plutôt que dans une autre. Ok, ici, on a plein d'exemples de ça. En histoire, il y a beaucoup cette situation. Peut-être que si vous faites de l'histoire, vous allez vous intéresser, vous allez devoir forcément faire un choix. Vous vous intéressez à une certaine période et à un certain endroit. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, à cette période-là? Et en faisant ce choix, vous avez déjà orienté la recherche de la vérité. Donc, ça veut dire que peut-être que ce qui s'est passé au même moment à un autre endroit, vous vous y intéressez moins et donc vous aurez à la fin une vision de la vérité qui sera biaisée par l'orientation que vous avez fait de la recherche de la vérité. Par exemple, tout le monde a appris à l'école l'Empire romain, etc. Mais pendant l'époque de l'Empire romain, qu'est-ce qui se passait en Amérique du Sud? Qu'est-ce qui se passait en Australie? Qu'est-ce qui se passait en Inde? Vous en avez aucune idée. On a l'impression, quand on nous raconte l'histoire, qu'il ne se passait rien de spécial pendant l'Empire romain que à l'endroit de l'Empire romain. Et ça, c'est parce que la recherche historique, elle a été orientée. Elle a été orientée parce qu'elle a été menée principalement par des gens qui vivaient dans cette région, dans la région de l'Europe occidentale. Un deuxième exemple de l'orientation de la recherche de la vérité, qui est donné dans le reportage le documentaire d'Arte, qui s'appelle La fabrique de l'ignorance, où il raconte comment l'industrie du tabac a lancé des tas de recherches sur le cancer pour trouver toutes les causes du cancer autres que le tabac, pour dire le tabac il peut être causé par ça, il peut être causé par ci, il peut être causé par cela, et donc on a orienté la recherche pour essayer de trouver des causes du cancer qui ne soient pas le tabac. Comme ça, parce que à un certain moment, il y avait trop de preuves que le tabac avait une relation avec le cancer, mais en fabriquant de la recherche à propos des relations entre d'autres causes et le cancer, eh bien le tabac apparaissait juste comme une cause parmi d'autres. Et ça permettait de continuer de vendre des cigarettes dans une situation où on ne pouvait plus nier le fait que le tabac causait le cancer. Donc je vous invite à regarder ce reportage, il y aura le lien dans la description de la vidéo. La deuxième situation où il peut y avoir une malhonnêteté, c'est dans l'étape de recherche de la vérité. Donc si on reprend nos petits robots, c'est si un petit robot qui ne communique pas vraiment le bon angle qu'il a mesuré entre son fil de plomb et sa règle. Et puis la troisième étape, qui est finalement celle à laquelle on est le plus confronté dans la vie de tous les jours, c'est la transmission d'informations. C'est-à-dire qu'une fois que la recherche elle est établie, une fois que la vérité est établie, que l'on sait que c'est comme ça, comment est-ce qu'on va le transmettre? C'est-à-dire qu'au moment, quand vous allez à l'école, on va vous dire, la Terre, elle est ronde, elle est sphérique. On va vous dire ça. Mais on va pas vous dire pourquoi ni comment. On va juste vous transmettre l'information. Quand on va transmettre l'information, c'est très coûteux de transmettre en même temps l'information et toute la recherche qui a été faite pour aboutir à cette information. Parce qu'il y a trop d'informations et on a,
déjà beaucoup d'informations. S'il fallait en plus pour chaque information qu'on l'apprenne en même temps, tout le cheminement et toute la recherche qui a permis d'obtenir cette information, ça serait très 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 coûteux. Et donc généralement, on nous donne juste une information. Et une fois que la recherche est terminée, que la vérité est établie, eh bien, il y a une autre situation de malhonnêteté où on va transformer, déformer ou complètement changer la vérité. Donc, ça, c'est les trois étapes dans lesquelles la malhonnêteté peut avoir lieu. Alors, il y a aussi plusieurs types de malhonnêteté. La malhonnêteté, elle peut être... Alors, je dis malhonnêteté pour dire la malhonnêteté intellectuelle. La malhonnêteté peut être dirigée vers différentes choses, soit vers un individu, vers un groupe, vers un échantillon. Cet individu, ce groupe, cet échantillon, on va l'appeler la victime de la malhonnêteté. Donc, l'exemple de l'individu, c'est tout simplement quand quelqu'un vous ment. Quand quelqu'un vous ment, vous êtes victime individuellement de la malhonnêteté. Quand on ment à l'ensemble d'un groupe, l'ensemble d'un groupe, ça peut être par exemple tous les habitants d'un État. Par exemple, je ne sais pas moi, en Corée du Sud, il y a une certaine vérité qui a été établie par le pouvoir et tous les habitants de Corée du Sud subissent ensemble cette malhonnêteté. Alors, ce qui est peut-être plus... On comprend bien les deux premiers points, mais qu'est-ce que c'est un échantillon de la population? Comment la malhonnêteté peut être dirigée vers un échantillon de la population? Eh bien, comment? Ça, c'est très simple, c'est le fonctionnement, par exemple, de la publicité. Ou à une publicité, dites, une publicité pour des chips, par exemple, et puis vous mangez pas de chips, vous dites, ils gaspillent leur argent à faire cette publicité, pour faire manger des chips. Mais en fait, la personne qui vend des chips n'a pas forcément besoin, pour gagner de l'argent, il n'a pas forcément besoin de vendre des chips à tout le monde. Il a besoin de vendre des chips à un échantillon de la population, c'est-à-dire à certaines personnes. Et donc, l'éventuelle malhonnêteté, par exemple, le fait qu'il va cacher le fait qu'il ait mis dans ses chips certaines choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé, sa malhonnêteté, elle n'est pas dirigée ni contre une personne en particulier, ni contre un groupe en particulier, elle est dirigée vers un échantillon de la population. On peut prendre un exemple de ça. Alors, voilà un petit test. Vous choisissez une carte, ça y est, vous avez choisi, je vais la faire disparaître. Est-ce que votre carte a disparu? Oui. Alors, ce qui est intéressant avec ce tour, c'est un petit tour de magie, c'est que ce tour, il n'a pas besoin de marcher sur tout le monde. L'important pour la personne qui est malhonnête et qui veut utiliser ce tour, c'est de créer une relation du style le tour marche, donc je gagne de l'argent. Si j'arrive à faire ça, eh bien, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ce tour, vont comprendre ce qu'il y a derrière ce tour et vont trouver que ce tour il est nul, et d'autres vont trouver ce tour très impressionnant. Et peut-être que moi j'ai envie juste de gagner de l'argent parce que les gens qui vont trouver ce tour très impressionnant vont m'envoyer de l'argent. Et une personne a fait ça, je vous explique comment il a fait. Il a mis sur un papier ce tour et il demandait aux gens, quand ils voyaient les cartes qu'on a vues avant, les 5 cartes que je vous ai demandé d'en choisir une parmi celles-là, donner un papier comme ça et demander sur cette feuille où il y avait ces cartes à la personne de choisir une des cartes et de brûler le papier. Pourquoi brûler le papier? Parce que si on revient en arrière, comme je viens de le faire, on se rend compte de quoi? On se rend compte que en fait, sur les 5 cartes qu'on avait, ici on a 4 cartes qui sont toutes différentes de celle-ci. Donc, quelle que soit la carte que vous avez choisie, imaginez par exemple que vous avez choisi le valet de trèfle, le valet de trèfle, il n'y est plus. Si vous avez choisi le roi de cœur, il n'y est plus. Si vous avez choisi le roi de pique, il n'y est plus. Donc, avec ce tour, on peut, gagner de l'argent
euh, même si le tour ne marche pas sur tout le monde. On peut faire un autre tour, encore plus simple. C'est, on reprend les mêmes cartes, je vous dis de choisir, et juste, j'enlève la dame de trèfle. Ceux qui ont choisi le roi de cœur, ils disent, non mais il est nul ce tour. Par contre, ceux qui ont choisi la dame de trèfle, ils disent, ah, ce tour est impressionnant. Mais ici, finalement, j'ai une chance sur 5 pour que ça marche. Et si mon but, c'est qu'une personne sur 5 à qui j'ai envoyé mon papier, il me donne de l'argent, je m'en fiche, moi, qu'il y ait 4 personnes qui me donnent pas d'argent. S'il y a une personne sur 5 qui me donne de l'argent. Ok, j'espère que c'est assez clair. Ici, la manualité, elle peut être dirigée vers un échantillon de la population. C'est-à-dire, j'ai pas besoin que ça marche pour tout le monde. Si je veux vendre des chaussures très chères, j'ai pas besoin qu'il y ait des gens qui de toute façon vont pas acheter ces chaussures. J'ai besoin que certaines personnes en achètent. J'ai besoin qu'il y en ait le plus possible qui en achètent. Ok, la victime ou le groupe victime peut être consentante complètement, partiellement ou pas du tout. Alors, vous allez dire, oui, non, mais personne n'est d'accord pour se faire arnaquer. Oui et non. Il y a ce qu'on appelle l'intérêt au divertissement. L'intérêt au divertissement, qu'est-ce que c'est? C'est que peut-être que la vérité, elle n'est pas facile. Peut-être que la vérité, elle est dure à entendre. Peut-être que la vérité, je préfère ne pas la connaître. À ce moment-là, je suis consentant pour qu'on me trompe. Je suis d'accord pour qu'on me raconte une histoire. Je suis d'accord pour jouer à un jeu dans une réalité virtuelle plutôt que de voir le vrai monde qui a des gros problèmes et qui me donne beaucoup d'anxiété, qui me donne beaucoup de souffrance. Je préfère de temps en temps, le cerveau humain, il a de temps en temps, et même parfois pour certaines personnes tout le temps, envie de ne pas connaître la vérité. Et si vous n'avez pas envie de connaître la vérité, vous êtes dans la situation où vous êtes content que l'on vous trompe, et donc vous êtes complètement consentant à la malhonnêteté. Et parfois, vous subissez une malhonnêteté et vous n'êtes pas du tout consentant. Ou bien, parfois, il y a une situation intermédiaire où vous êtes seulement partiellement consentant. Troisième point, la malhonnêteté peut être mise en œuvre en utilisant la force. Ici, on voit que ça va aller avec le fait que la victime n'est pas du tout consentante. Donc, on peut être une malhonnêteté où on va forcer quelqu'un, même s'il n'est pas du tout consentant. On verra. L'exemple, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté de domination. La malhonnêteté, elle peut être mise en œuvre en utilisant les biais cognitifs. Ça, c'est la partie la plus intéressante pour nous à comprendre, puisque si on a bien compris les biais cognitifs, eh bien, on va pouvoir utiliser ces biais cognitifs pour tromper quelqu'un, ou en fait pour mettre la personne dans une situation où son cerveau va être trompé. Donc ici, ça, c'est le fonctionnement de la publicité, par exemple. Troisième point, qui est très important, c'est l'auto-entretien. Si, grâce à une certaine forme de malhonnêteté, j'obtiens un certain pouvoir, par exemple, si je fais de la publicité et que ma publicité marche, les gens achètent mon produit et je gagne de l'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Eh bien, je peux faire encore plus de publicité. Et si je fais plus de publicité, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vendre encore plus de produits. Et je vais vendre plus de produits, je vais avoir plus d'argent. Je vais pouvoir faire plus de produits, encore plus de publicité. Plus de publicité, plus d'argent, plus de ventes, plus de publicité. C'est l'auto-entretien. Ouais. Ça marche aussi avec l'idéologie. Plus il y a de personnes qui sont convaincues d'une idéologie, plus ces personnes vont convaincre de nouvelles personnes de cette idéologie, plus ils vont en convaincre, puis ils vont en convaincre, ça va s'auto-entretenir. L'auto-entretien, c'est quelque chose qui permet à des choses qui peuvent être absurdes et ridicules au début, de devenir très puissantes.
Ok, donc quels sont les objectifs de la malhonnêteté? La malhonnêteté, elle peut être mise en œuvre soit consciemment, soit inconsciemment. Par exemple, inconsciemment, si vous êtes convaincu d'une idéologie et que vous cherchez à convaincre d'autres personnes de cette idéologie, vous n'avez pas l'impression d'être malhonnête. Vous essayez juste de convaincre des gens d'avoir le même avis que vous. Vous êtes de bonne foi, mais vous êtes quand même malhonnête. La malhonnêteté peut être mise en œuvre pour obtenir de l'argent ou du pouvoir, pour répandre une idéologie ou pour exprimer un pouvoir. Alors, on a bien compris les deux premiers points dont on a déjà parlé. Le troisième point, pour exprimer un pouvoir, on va le développer un peu plus tard. La manipulation. Alors la manipulation, on est dans quoi? La manipulation, on est dans la malhonnêteté qui est dirigée vers un échantillon de la population. La victime, elle est partiellement consentante. On va mettre en jeu les biais cognitifs. Et voilà, donc on est dans ces critères-là. La manipulation, elle peut être obtenue très souvent pour obtenir de l'argent, puisque la manipulation, c'est le fondement de la publicité. Donc on est dans cette situation. La manipulation, c'est une méthode mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne. Donc, si on parle de publicité, par exemple, on veut surtout influencer les choix d'achat. Est-ce que vous allez acheter ça? Est-ce que vous allez acheter ça? Ou est-ce que vous allez acheter ça? Comment vous allez dépenser votre argent? Quels sont les choix que vous allez faire pour dépenser votre argent? C'est sur ces choix-là que la publicité, elle veut pouvoir agir. La manipulation, elle fausse ou oriente la perception de la réalité. Quand vous subissez une manipulation, c'est un petit peu comme quand vous subissez un biais cognitif. Votre perception de la réalité, elle est modifiée, elle est orientée. Donc c'est le fondement de la publicité, on l'a dit. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de repérer tous les problèmes liés à la malhonnêteté. Il s'agit de donner des moyens de s'en prémunir. Lutter contre la manipulation, ça a un nom, ça s'appelle le hacking social. C'est une technique d'autodéfense contre les manipulations, notamment les manipulations marchandes, les manipulations liées à la publicité, à la vente, etc., qui se fondent sur un ensemble de recherches menées en sciences sociales. Donc ces recherches menées en sciences sociales, elles sont à la fois utilisées par les gens qui veulent vendre, qui font du marketing, qui savent comment il faut placer des produits dans un magasin pour qu'il y ait le plus de chances possible pour que les gens les achètent. Mais le hacking social, c'est d'utiliser ces mêmes recherches pour se prémunir, pour se dire, ok, je vois bien qu'on a placé les objets de cette façon-là pour que j'achète plutôt celui-là ou plutôt celui-là, et je vais faire attention. Donc, il s'agit de prendre conscience de nos faiblesses afin de minimiser l'efficacité des techniques qui les exploitent. Donc vous avez ici deux vidéos, une vidéo sur la technique du leurre et le lowball, qui sont des techniques de vente, et une vidéo sur la publicité pour les voitures. La publicité pour les voitures, c'est assez intéressant parce que on a vraiment, moi avant de voir cette vidéo, j'ai vraiment l'impression que je vais jamais acheter une voiture parce que j'ai vu une publicité pour une voiture. Je comprends, au début, je comprends que si on fait une publicité pour une lessive, je vais acheter telle ou telle lessive ou telle nourriture, mais quand on achète une voiture, très souvent, on va faire le tour des concessionnaires, on va comparer les performances de la voiture. C'est un gros achat, on va pas l'acheter sur un coup de tête. On a l'impression qu'on n'achète pas une voiture en étant influencé par la publicité. Eh bien, pas du tout. Sinon, si on n'était pas influencé par la publicité pour les voitures, eh ben, les gens qui vendent des voitures n'investiraient pas des budgets aussi importants pour la publicité pour les voitures. Le conflit d'intérêts,
dans la partie suivante. On a terminé ici pour la manipulation. Fin de la partie 2.